Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mercredi. Après les grands récits du XXe siècle, ceux du XXIe siècle, déclinisme, complotisme, bullshitisme, sont-ils les nouvelles croyances pour une histoire en perte de sens? Nous en parlerons avec notre invité aujourd'hui dans la grande table des idées, l'historien Johan Chapoutot, qui nous rejoindra à partir de 12h55 à l'occasion de la parution de son nouvel essai Le Grand Récit. C'est aux Presses universitaires de France. Mais d'abord, sculpteur de verre et de métal, l'artiste Jean-Michel Othoniel expose en ce moment son théorème de Narcisse à l'invitation du Petit Palais à Paris jusqu'au 2 janvier. Entre art contemporain et artisanat, il dit vouloir réenchanter les regards à travers les 70 œuvres qui composent son théorème de Narcisse. Académicien, le nouveau directeur aussi de la Villa des Pinsons, Jean-Michel Othoniel est notre invité. Écoutez tout de suite sur France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. 10 ans après la rétrospective My Way que le Centre Pompidou vous a consacré, vous poursuivez donc votre chemin, Jean-Michel Othoniel, à l'invitation cette fois du Petit Palais. Bonjour. Bonjour. Le Petit Palais, c'est un palais des Beaux-Arts qui rassemble des œuvres de l'Antiquité au début du XXe siècle, qui a été construit en 1900 par Charles Giraud, dans cet esprit très art nouveau. Les grilles dorées du Petit Palais qui nous accueillent seront justement le point de départ de cette promenade que vous avez imaginée. Il y a ces grilles dorées et devant une cascade, une rivière bleue en verre que vous avez pensée pour accueillir le visiteur. Oui, cette œuvre qui est une œuvre pour moi, je dirais la première image de cette exposition, mais aussi la première image que j'ai eue quand on m'a proposé ce projet. J'ai tout de suite imaginé quelque chose autour de cette grille qui pour moi est vraiment le symbole du Petit Palais. Par son ouvrage, mais aussi par sa couleur et aussi par cette promesse d'enchantement. C'est un peu comme la grille d'un paradis qu'on pourrait pousser, d'un jardin d'Éden. Et donc j'ai voulu faire une œuvre qui dialogue vraiment avec l'architecture du Petit Palais en général, mais surtout cette œuvre-là est vraiment un écho à cette grille. C'est vraiment quelque chose qui va dans la rue, qui vient chercher le public et qui en même temps l'accompagne pour cette montée des marches. Qu'est-ce que c'est le théorème de Narcisse ? Alors le théorème de Narcisse, c'est une invention poétique que j'ai faite pour cette exposition, puisque ce que j'aime en général à travers mes expositions, c'est raconter des histoires. Et surtout raconter des histoires où chacun pourrait se projeter à travers des figures qui sont un peu des dénominateurs communs à tous. Et cette figure de Narcisse, c'est quelque chose qui est en nous tous, en fin de compte. Donc j'ai voulu un peu la sublimer, la ramener à son caractère enfantin, puisque moi, ce qui m'intéresse dans le narcissisme, c'est ce côté joyeux de l'enfance, ce moment où on se découvre enfant et on jouit de notre propre image pour la partager avec les autres. Et c'est cette première jouissance que j'aimerais rendre au public aujourd'hui. Dans ce théorème de Narcisse et dans cette figure mythologique que vous convoquez pour cette carte blanche, cette exposition actuellement à voir au Petit Palais, vous engagez aussi nos mythologies personnelles. Et on imagine aussi vos mythologies personnelles, Jean-Michel Othoniel. Lesquelles sont-elles ? C'est une question un peu complexe parce que cette exposition n'est pas une exposition rétrospective. C'est une exposition qui vient simplement présenter un corpus d'œuvres qui représente 10 ans de travail. Et donc du coup, plutôt une obsession plutôt qu'une mythologie. Cette obsession du reflet, cette obsession de la forme infinie, du ruban de Moebius qui a habité mes œuvres et aussi peut-être un désir de réenchantement qui s'est mis en place il y a quelques années, peut-être avec le kiosque des Noctambules, Place Colette, il y a 20 ans, mais qui s'est surtout affirmé après cette rétrospective My Way au Centre Pompidou que vous avez citée. Place Colette à Paris, devant la Comédie Française. Oedipe, Narcisse, deux figures mythologiques, deux hommes voués à un destin tragique, empreint de malédiction. Si ces deux-là se rencontraient, de quoi pourraient-ils bien parler tous les deux? J'ai posé hier la question au metteur en scène Wajdi Mouawad, qui était notre invité à cette place-là. Qu'est-ce que vous répondriez à ça si vous imaginiez la rencontre entre Oedipe et Narcisse, Jean-Michel Othoniel?
C'est une, une question, une réponse difficile, mais ce sont deux personnages tellement éloignés, je dirais, pour moi en tous les cas. Je crois que Narcisse est tellement auto-centré, tellement peu à l'écoute des autres. Et Narcisse, et Oedipe, lui, au contraire, en quête constante, en recherche, en questionnement. Je pense qu'il y a une incompatibilité entre les deux. De toute façon, Narcisse il est vraiment incompatible. C'est vraiment un personnage qui peut-être écoute un peu Écho, mais qui est sa propre voix, ou qui est la voix d'une amoureuse euh, qui ne fait que disparaître et l'entraîner dans un narcissisme encore plus profond. Donc non, je pense que ce sont deux grands solitaires. Je pense qu'ils auraient du mal à se croiser. Ouais. Et pour, ils auraient du mal à se parler peut-être s'ils se croisaient. Pour Wajdi Mouawad, il y a aussi dans cette figure de type toute cette philosophie du connais-toi toi-même. Hein. Il cherche à se connaître. Il est en quête d'une vérité qui lui fera pas forcément du bien quand il va la découvrir, mais c'est néanmoins le chemin qu'il parcourt. Je vous le disais, Wajdi Mouawad était donc hier notre invité pour Oedipe de Georges Enesco, qu'il a monté à l'Opéra de Paris, à cette question du dialogue entre ces deux figures mythologiques. Voilà ce qu'il répondait. S'ils se rencontraient après leur mésaventure, je pense qu'ils diraient quand même l'ego. Quand même, quelle plaie, quoi. Si on pouvait se débarrasser. Alors non, mais vraiment, l'ego, c'est une plaie. Et je pense qu'ils feraient tous les deux un voyage en Inde, quelque part, comme ça, pour essayer de se débarrasser de la notion de l'ego, le moi, le je moi, me connaître, tout ça. Enfin, vraiment, je pense que le gros truc serait, s'ils se rencontraient, serait toi alors, l'ego, moi ça va vraiment mal fini, et toi, oh bouf, ne m'en parle pas. Comment on pourrait se débarrasser de ça, quoi? Comment on peut se débarrasser de soi? Et je pense que cette question de l'ego, elle est vraiment, elle serait vraiment une magnifique conversation entre les deux. Mais il faudrait que ça arrive après leur mésaventure. Voilà, Wajdi Mouawad hier à la grande table culture. La question de l'ego, Jean-Michel Othoniel, elle est importante aussi pour l'artiste. Hein. Est-ce qu'on crée pour s'en débarrasser? Non, je crois pas. Je crois déjà, il n'y a pas de règle. Je crois que tout le monde crée selon des... Chacun se débrouille un peu avec ce qu'il peut. Mais non, je crois que l'ego, c'est quelque chose, au contraire, qui se construit. Moi, j'ai plutôt l'impression que je suis encore en pleine construction. Il y a tous les jours quelque chose à faire et quelque chose à prouver. J'ai pas... je crois que... Oui, les œuvres parlent pour moi, en tous les cas. Mais vous avez parlé du narcissisme tel qu'on l'interprète aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la blessure narcissique à l'origine de la création. Ça, c'est un peu un mythe. Il faut aussi une part de narcissisme pour pouvoir créer. C'est important, ce n'est pas que négatif ou péjoratif. Oui, enfin, il faut sûrement une part de narcissisme pour créer, dans le sens où on est face à soi constamment. Quand on est artiste, on est quand même très solitaire. On a toujours l'impression que les artistes sont très entourés, ce qui est faux. Les artistes sont seuls, ils sont dans leur atelier, ils cherchent. Et puis après, ils arrivent peut-être à s'appuyer sur des rencontres ou sur des amitiés ou des gens avec qui travailler, ce qui est mon cas, par exemple. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré, de travailler avec une équipe, donc du coup, de pas forcément avoir toujours ce sentiment de solitude. Mais la première création, les premières images, les premiers dessins, ils sont toujours faits dans ce rapport à soi, seul face à... Dans mon cas, à la page blanche, puisque je dessine tout à l'aquarelle et que tout part d'une aquarelle. Au départ, tout est un petit dessin léger qui va se construire petit à petit et devenir des grandes sculptures ou des choses monumentales, comme c'est le cas au Petit Palais. Et ils sont le reflet, ces dessins qui vont amener les œuvres ensuite. Ils sont le reflet aussi d'un état d'esprit, d'une rêverie, de fantasmes. Ce que vous couchez sur le papier sont des reflets de vous-même aussi, non, Jean-Michel Othoniel?
Oui, enfin, ils viennent de moi en tous les cas, ça c'est Mhm. sûr. Ils viennent de mes obsessions, de mes rencontres, du regard que j'ai sur le monde, des choses qui m'émerveillent. Moi, je cherche quand même en général la beauté dans le monde. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Je vais pas aller chercher là où c'est trop noir. Je suis plutôt au contraire tellement impacté par la noirceur du monde que j'essaye de trouver les lueurs d'espoir qui nous entourent. Ça veut Donc, dire que l'art ne doit pas être le reflet de nos sociétés, pour autant. bah, Il je n'a crois pas cette il y a pas fonction-là. de l'art a toutes les fonctions, je Mm. pense. Je pense qu'il y a des artistes formidables qui sont dans un commentaire de l'actualité. Il y en a d'autres peut-être plus hors du monde, mais en même temps, cet hors du monde est forcément un écho très violent par rapport à la société aussi. Donc, il y a, je pense que vraiment, on a la chance en art contemporain d'être tous différents. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, 50 ans, où il y avait encore des mouvements, où il fallait être de telle ou telle famille. Là, maintenant, on est quand même tous des singuliers de l'art. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui. C'est cette chance qu'on a d'être singulier. Il a fallu la prendre, la voler, cette singularité, cette indépendance aussi. Il y a 20, 30 ans, quand vous commencez, on a tout de suite voulu vous rattacher à une famille. Il fallait ça pour débuter. Non, pour débuter, il fallait affirmer cette singularité et montrer que justement cette différence était ma force. Sauf que moi, ma différence, elle est plutôt de l'ordre du poétique, des choses très discrètes. Il faut imaginer que les premières expositions que je faisais, j'osais à peine épingler un papillon au mur. Et déjà, j'avais l'impression d'en faire trop. Donc j'étais plutôt dans une extrême timidité que j'essaye de vaincre jour après jour. Mais c'est comme ça que j'ai commencé dans un moment où il y avait des énormes tartines de peinture, de la figuration libre au mur. Et moi, j'étais dans les mêmes expos, mais avec des presque rien accrochés au mur. Donc de là, je suis parti de là. Et maintenant, je suis plutôt dans quelque chose de très spectaculaire, avec 70 œuvres au Petit Palais, avec des œuvres qui sont composées de plus de milliers d'éléments, et avec des centaines de reflets qui nous entourent. Oui. Ça ne vous fait plus peur. Vous vous sentez autorisé à, en tout cas, projeter cela aussi dans cet espace, qui est aujourd'hui le Petit Palais, mais d'autres musées, voire des espaces publics. Je crois que ça me fait de plus en plus peur. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus peur, mais j'ai de plus en plus de courage. Donc, et je prends de plus en plus de risques dans les expositions aujourd'hui. Et c'est vrai que là, c'est un risque partagé qu'on a pris avec Christophe Loribaud, le conservateur, et Juliette Singer, de prendre à bras-le-corps tout ce Petit Palais. C'est la première fois qu'il donne tout le Petit Palais à un seul artiste. Donc c'était quelque chose de l'ordre du challenge, et en même temps dans un temps très court. Donc tout ça a été doublé d'une très grande pression, mais je suis très heureux d'avoir réussi à relever le gant, comme on dit. Vous avez signé il n'y a pas très longtemps un herbier merveilleux, hein, des notes sur le sens caché des fleurs. On connaît votre goût pour la nature, pour les jardins surtout. Et là, ça tombe bien, une fois qu'on a passé cette fameuse porte dorée, longer cette rivière de verre bleu, on peut entrer assez rapidement dans le jardin du Petit Palais, qui est un espace merveilleux. Dans ces jardins, on va retrouver des colliers de perles géantes accrochés au cou des branches, comme déjà en 96, vous l'aviez imaginé dans les jardins de la Villa Médicis à Rome, où vous étiez pensionnaire. Pourquoi habiller la nature? Pourquoi la parer ainsi? Je crois que la force de ce bâtiment, du Petit Palais, c'est vraiment son cœur, et son cœur, c'est le jardin. Et c'est un bâtiment qui a été construit autour de ce jardin, et ce jardin est une sorte de théâtre de verdure, et qui était destiné à accueillir un public qui venait là pour se montrer, pour se parer, justement pour un peu comme à l'opéra. C'était un jardin théâtral. Et donc, ça m'a permis, moi, 120 ans après, justement, de peut-être pouvoir réenchanter ce lieu, de réactiver cette machine à rêve qu'est le Petit Palais, de lui redonner son statut de l'époque, qui était ces architectures faites pour les grandes expositions de 1900, ces architectures qui nous faisaient voyager. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un écho, puisqu'on ne voyage plus non plus. On peut refaire voyager les gens grâce à cette très belle architecture. Et le jardin, il s'est offert à moi. J'ai fait des œuvres à sa taille. Et parer la nature, c'est aussi lui rendre hommage, c'est la célébrer. Et à l'inverse, la nature renvoie
quelque chose de beaucoup plus fort dans mon travail. Il devient peut-être plus étrange. Les matériaux qui sont des matériaux précieux retrouvent leur sens premier, c'est-à-dire que l'or n'est plus une couleur mais un minerai, que le verre aussi est une matière qui devient presque comme un gemme sorti de la terre. Donc ça redonne de la force aussi à mes œuvres. Donc il y a un dialogue, je dirais, qui est assez équilibré entre ce jardin qui nous offre des moments d'enchantement, de découverte. On tourne autour de ces colliers, on voit des nouvelles perspectives, et on voit que ce petit jardin nous paraît beaucoup plus grand qu'il n'est. Et il nous parle, ce jardin, il nous parle, celui, en tout cas, il vous a parlé, c'est un dialogue que vous avez ouvert avec lui, Jean-Michel Othoniel, à travers ces œuvres que vous avez placées là, c'est cette vingtaine de sculptures, dont ce grand monumental Gold de Lotus, dont ces nœuds miroirs, dont ces colliers d'or évoqués, accrochés aux branches des arbres. Est-ce qu'il y a un génie des lieux? C'est la question qui a été posée à Marco Martella, qui est historien des jardins, écrivain jardinier, qui dirige la revue Jardin, qui est l'auteur d'un livre notamment paru chez Actes Sud, Fleurs avec un S. On l'écoute. C'est une sorte de présence qu'on ressent parfois dans certains lieux particulièrement chargés. Peut-être une altérité avec laquelle on a envie de dialoguer, dans un jardin, dans un lieu d'ailleurs, qui est faite de sans doute plein de choses différentes. La mémoire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais aussi dans un jardin, la nature. Ce qui se passe au moment où cela se passe, où je suis dans un jardin, les sons du jardin, le mouvement de la lumière, le mouvement des nuages au-dessus du jardin, et peut-être quelque chose d'encore plus profond, de plus sacré. L'expression latine genus loci est liée vraiment à l'expérience du sacré qui se manifeste dans la réalité dans laquelle les hommes vivent leur vie. Et voilà, et ce qui est intéressant, pourquoi on parle de genus loci, c'est parce que pour les Romains, chaque lieu avait son génie. Donc chaque lieu possède sa spécificité. Chaque lieu est unique d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec cette idée, Jean-Michel Othoniel? Ce jardin-là aussi, il a son génie, il vous parle d'une manière particulière? Ce jardin, il est très, très unique dans le sens où il est vraiment enchâssé. C'est-à-dire que c'est un jardin qui est serti par l'architecture. C'est comme un bijou. Et je crois, oui, à cette notion de sacré qu'évoque la personne avant moi. Marco Martella. Oui, et je crois que justement, le jardin ramène peut-être à une dimension peut-être plus spirituelle des œuvres. On est plus, on se laisse porter, on s'abandonne, on est hors du monde, on se retrouve. Et je crois... Enfin, ce que j'espère, c'est que les gens, quand ils viennent voir l'exposition, ils sont dans ce petit Éden merveilleux qui leur permet peut-être de se retrouver eux-mêmes. Et les œuvres participent de ça, c'est-à-dire qu'elles créent un moment suspendu, un moment étrange. Il y a une étrangeté à voir ces œuvres surdimensionnées, comme vous l'évoquiez, ce grand lotus qu'on a fait venir de Corée, qui tourne avec le vent quand il y a du vent, et qui amène aussi une présence presque comme méditative dans cet univers. Et la figure du lotus n'est pas innocente non plus, que j'ai utilisé ces lotus qui sont en fin de compte des sculptures abstraites, mais que j'appelle lotus, qu'on voit sur l'eau et qui se reflètent tel Narcisse dans l'eau, amène aussi à cette dimension sacrée. Et vous avez poussé dans le bitume ou vous avez grandi au vert, hein, Jean-Michel Othoniel? Ça vous vient d'où, cet amour des jardins? Alors ça me vient de plein de choses, mais ça me vient de voyages que j'ai fait très tôt avec ma famille, puisqu'une partie de ma famille vivait en Espagne, et j'ai eu la chance de voir des jardins merveilleux, parce que moi je viens d'une région de la Loire et de la Haute-Loire où la nature est austère, et la nature est presque monochrome, elle est dure. Les hivers sont rudes, et partir comme ça en Espagne l'été, découvrir l'Alhambra quand vous avez 6-7 ans, Cordoue, le Generali, tous ces lieux magiques, avec une autre aussi utilisation du temps,
avec justement ce plaisir d'entendre une fontaine, de découvrir la fraîcheur alors qu'il fait très chaud, de pouvoir s'épier d'un bout du jardin à l'autre, toutes ces constructions un peu oui, hispano-mauresques qui ont fait la grandeur de cette architecture et de ce moment historique. Moi, ça m'a beaucoup bouleversé enfant. Ça m'a montré qu'il y avait peut-être autre chose, une vie qui pouvait être plus merveilleuse, plus douce. Et on comprend aujourd'hui le plaisir presque sensuel que vous trouvez à dialoguer ou à faire dialoguer vos œuvres avec l'architecture du Petit Palais, ce style art nouveau, assez rond, assez sensuel, très coloré aussi, chatoyant par endroits. Dans quelle histoire de l'art vous vous inscrivez, vous, aujourd'hui, Jean-Michel Othoniel? Parce que vous êtes artiste, plasticien, mais vous êtes aussi académicien à l'Académie des Beaux-Arts, au département sculpture. Ce dialogue avec les arts, on imagine que c'est aussi une ambition, une volonté qui vous porte dans votre création. On ne vient pas de nulle part, on ne va pas nulle part. Est-ce que vous avez le sentiment de vous inscrire, vous, dans une longue histoire, aujourd'hui, dans votre pratique? Je pense que, pour ma part, l'histoire dans laquelle je m'inscris, c'est évidemment celle de l'art contemporain, mais je suis plutôt un artiste de la continuité, je ne suis pas un artiste de la fracture. Alors qu'il y a des artistes qui sont dans cette fracture et que je respecte totalement, mais moi je vais plutôt chercher des liens avec le passé pour construire des œuvres nouvelles. On l'a vu à Versailles quand je m'inspire des danses baroques de Louis XIV et j'en fais des sculptures posées sur l'eau comme si le roi dansait à nouveau sur l'eau, ou aussi Place Colette à Paris, ou dans cet hommage à Guimard, ou au Louvre quand j'ai montré des peintures dans la cour Puget, un peu comme des fonds de rocaille qui viennent derrière ces sculptures de jardin. Donc moi, le passé m'inspire beaucoup, l'histoire de l'art aussi. C'est pour ça que vous avez cité ce petit livre que j'ai fait sur l'herbier merveilleux, où justement je vais depuis des dizaines d'années à la recherche des anecdotes sur le sens caché des fleurs dans la peinture ancienne. C'est des choses qui me nourrissent aujourd'hui. Après, l'Académie des Beaux-Arts, c'est autre chose. C'est au contraire un désir de transmission, un désir de construire. Moi, si je rentre à l'Académie la semaine prochaine, officiellement en tous les cas, parce que ça fait 3 ans que je travaille là-bas, c'est justement pour créer ce lien avec des nouvelles générations, et puis aussi peut-être regarder des générations plus âgées qui souffrent, qu'il faut aider. Donc on a fait plein de belles choses avec l'Académie depuis que j'y suis rentré, avec des commissions qui ont aidé beaucoup d'artistes pendant le confinement, qui ne pouvaient plus exposer, qui étaient malades, jusqu'à cette création de résidence d'artistes qui est le futur projet et qui moi me motive beaucoup. La Villa des Pinsons, c'est une résidence, ce sont des résidences d'artistes. Oui, la Villa des proposé Pinsons là aussi. Ça, c'est fait autre chose. partie de ce grand programme que l'Académie veut mettre en place, mais c'est un programme beaucoup plus global qui va mettre à disposition des artistes, à des artistes jeunes et moins jeunes, des ateliers. Ouais. Et puis cette exposition-là, ce théorème de Narcisse que vous présentez actuellement au Petit Palais à Paris, Jean-Michel Othoniel, sera gratuite. Et ça participe probablement, j'imagine, de la même logique telle que vous l'avez conçue avec les responsables du musée, de pouvoir rendre aussi ces collections, celles du musée et les vôtres aujourd'hui, ces œuvres que vous présentez, accessibles au plus large public. On parlait de ce dialogue avec l'art, avec les autres formes d'art, les autres pratiques, mais aussi à travers les époques. Ça fait bientôt 30 ans que vous avez adopté le verre soufflé comme matériau de prédilection. On le retrouve partout dans cette exposition, de ces briques de verre que vous présentez, à la grotte de Narcisse. Alors là, on n'est pas en verre, mais à la couronne de la nuit aussi, où ce verre soufflé est à retrouver. 30 ans, c'est l'adoption aussi d'un matériau que vous avez fait vôtre, et on l'entend là encore qu'il ne faut peut-être pas craindre la répétition du geste artistique, qu'il ne faut pas chercher à innover en permanence, mais plutôt à approfondir. Je vous propose d'écouter les mots d'un souffleur de verre. Il s'appelle Jeremy Maxwell, et cette parole est issue d'un documentaire qui lui a été consacré, Heart of Glass, diffusé en 2016. Tout est difficile à faire dans le verre, surtout souffler à main levée. Mais je suis plus fasciné par la matière chaude, dans sa condition liquide, et sa façon d'être
d'avoir un caractère aussi fort. Elle est dangereuse, elle est presque indomptable, mais en même temps, elle est délicate, sensuelle. Je pense que ce qui est magnifique avec le verre, c'est que ça casse aussi. C'est une vraie métaphore pour tout, quoi. Enfin, tout a une fin, il y a un moment, les choses, elles cassent, on ne veut pas. Mais bon, on peut les refaire aussi. Vous avez le même rapport au verre, ce rapport un peu à la fois sacré et en même temps d'accepter que c'est une matière délicate, sensuelle, mais qui est cassable, qui est peut-être pas intemporelle pour le coup. Oui, c'est... alors, si je peux me permettre de vous corriger un peu, ça fait pas 30 ans que je travaille le verre, on l'a vu dans l'exposition My Way. J'ai commencé par des matériaux justement qui se métamorphosent. Et c'est ce qui m'intéresse dans le verre et ce qui m'intéressait dans les matériaux avant, comme le soufre, comme la cire, comme le plomb. C'était ce moment où la matière... Était réversible. Oui, où la aussi. matière aussi affiche une fragilité. Et sur cette fragilité, moi, en tant qu'artiste, je peux intervenir. Donc c'est une chose qui est importante dans ce matériau, mais qui est aussi importante dans une façon de travailler, parce que contrairement à un maître verrier, je ne suis pas souffleur moi-même. C'est-à-dire que je travaille avec des gens virtuoses qui sont aussi bien, qui peuvent être des verriers, mais qui sont aussi des forgerons, qui sont des métalliers, qui sont des gens qui vont marteler le fer, pardon. Donc il y a quand même je dirais, une équipe autour de moi qui sont un peu des prolongations de moi-même et qui me permettent d'arriver à des projets qui au départ sont des projets conceptuels et qui trouvent cette forme très sensuelle. Donc il y a une espèce de double, et je crois qu'on le voit très bien dans cette exposition, puisque cette exposition est vraiment une des plus radicales que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui en France. C'est qu'il y a ce mélange en même temps d'une grande sensualité du matériau et une grande rigueur dans les formes, dans la pensée et dans cette obsession qu'on retrouve soit dans les pièces en briques accrochées au mur qui sont la même forme déclinée à l'infini, ou dans ces nœuds que j'ai fait avec un mathématicien mexicain. Donc il y a ce double en même temps, comme si l'art conceptuel pouvait être aussi sensuel. Voilà. On évoquait tout à l'heure la station, Palais Royal, Musée du Louvre, la bouche de métro de la Place Colette à Paris, face à la Comédie Française, qui est elle aussi coiffée d'une sorte de double couronne de vous, Jean-Michel Othoniel, avec de l'aluminium et déjà du verre de Murano, qui a été créé en 2000. Ce kiosque des Noctambules, qui a 20 ans et qui est intact. Quand on parle aussi de la fragilité quand même de ces matériaux, alors vous me racontiez qu'il y a un gros travail d'entretien qui est fait dessus, mais elle est là, dans l'espace public, et elle arrive à vivre au quotidien au milieu des passants. Pour cette exposition, et on terminera là-dessus, vous avez travaillé avec 3 ateliers d'artisans verriers, en Suisse, en Inde et en Italie, le fameux verre de Murano. Vous êtes répartis sur ces 3 sites différents avec 3 manières différentes aussi pour eux, pour ces verriers, de travailler. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel Othoniel, d'être venu nous parler de cette exposition. Ce que je veux juste dire, c'est que c'était vraiment une exposition dans une idée de sortie de confinement. C'est pour ça qu'on l'a voulu gratuite et généreuse. Allez, on sort, on se déconfine en allant voir cette exposition, en retrouvant avec bonheur aussi les collections du Petit Palais à Paris. Si vous passez par ici, c'est jusqu'à début janvier. Jean-Michel Othoniel, merci à vous d'avoir été autour de cette grande table culture. Merci.